Bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue, bienvenue dans cette nouvelle téléconférence de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France, pour ce cycle Les Voix inédites. Une émission en direct sur Facebook Live et sur le Facebook Live de la Maison de l'Architecture d'Île-de-France. Une émission virtuelle mais bien réelle. Malgré le confinement, nous tenons à continuer à la diffusion de la culture architecturale, quoi qu'il en coûte. Nous avons jusqu'à présent réussi à donner la parole à de nombreux professionnels de l'architecture et du cadre de vie, et nous continuons à donner la parole à ces voix souvent inédites. Comme toujours, vous pouvez poser vos questions en commentaire, en direct, et je les transmettrai à nos invités. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir Hervé Léna et Stéphanie Mel de l'agence Léna Mel. Bonjour. 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 Alors, lors de notre dernier entretien avec Mathias Navarro, de Redman Promotion, nous avions évoqué les enjeux de la rénovation. Comme l'avait rappelé Franck Boutet dans une conférence de la Maison d'Architecture il y a quelques temps déjà, le passage de l'ERT 2012 à la RE 2020 va apporter un progrès d'environ 10% de la performance environnementale des constructions. Or, le taux de renouvellement en Île-de-France étant de 1% par an, nous allons progresser de 10%, de 1% dans le neuf. Lorsque l'on remet les choses juste aux normes, les bâtiments existants, on améliore donc par contre très vite le bâti d'au moins 60%, et ça sur 99% d'existants. C'est donc par la rénovation que l'on obtient le meilleur effort environnemental, et c'est là tout l'enjeu des architectes. La rénovation énergétique peut aussi devenir un véritable enjeu sociétal. Hervé Léna, vous êtes ingénieur central Lyon et vous vous êtes rencontré avec Stéphanie Mel, donc à l'école d'architecture Paris-Malaquais en 1995, tout juste diplômé et sans passer par la case agence. Vous vous associez en 2000 et votre premier projet, un centre d'entretien et sa gendarmerie, réalisé en bois sur l'A89 à Tulle, est nommé en 2002 au prix de la première œuvre du Moniteur. Vous livrez en 2006 un projet de rénovation-extension remarquable et fondateur pour l'Institut de France sur les quais de Seine. L'une des spécialités, des spécificités même de votre agence est la transformation de la rénovation du bâti existant. Vous vous attachez à construire une réflexion par le projet et vous le démontrez par un sens aigu et singulier du détail architectural. Le réemploi à l'échelle du bâti est aussi pour vous un terrain d'exploration architecturale en phase avec les questions environnementales actuelles et avec une exigence intellectuelle et une complexité qui dépasse souvent les projets neufs. Vous aimez transfigurer la matière première des bâtiments existants pour leur donner une seconde vie. C'est tout le sujet de l'entretien d'aujourd'hui et c'est pour ça que vous l'avez choisi de l'intituler « Matière seconde ». Alors, ma première question, c'est dans vos commandes d'architectes, quelles sont les principales demandes de rénovation? Est-ce juste un enjeu environnemental, une remise aux normes? Alors, tout d'abord, merci de nous avoir invités à cette Merci à la cette Maison de occasion. l'Architecture et à Merci Olivier à Leclerc. Olivier. Merci à toi. La commande en rénovation, elle part toujours d'une demande très simple, qui est souvent presque normative, fonctionnelle, ou voire elle n'est pas programmée en fait. On vient nous voir, lorsqu'on répond à des appels d'offres, on nous dit il faudra améliorer la thermique du bâtiment, il faudrait réaliser l'accessibilité, il faudrait faire une mise aux normes techniques, ou que sais-je encore, mettre un ascenseur là où il n'y en a pas. Et typiquement, ce genre de questions qui sont assez simples sont le point de départ pour aller vers le projet. Donc, ce qui est fondateur, c'est la manière dont on va s'approprier la demande, qui est souvent très élémentaire et parfois trop fonctionnelle, pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre du projet. Et c'est en ce sens, tout à l'heure, tu parlais de la rénovation du bâti. Il faut bien comprendre que l'enjeu de la rénovation, c'est pas uniquement de se dire on va tapisser les bâtiments d'isolant à l'intérieur ou à l'extérieur, réaliser de l'accessibilité ou des choses comme ça. On peut faire plus que ça. Aujourd'hui, la matière première du bâti de demain, ça reste le bâti existant. Et donc, ce à quoi nous, on essaie de s'atteler, c'est de dire comment on peut construire sur le bâti, reconstruire même, on va dire, c'est-à-dire reconstruire au sens du psychiatre, et s'intéresser à cette matière existante et dire, bon ben voilà, elle a des défauts, elle a des qualités, il faut essayer de la comprendre et se l'approprier et proposer quelque chose qui permette de transfigurer les usages et d'aller au-delà de ce qui était demandé. Puisque souvent, comme je dis, la demande est très très simple.
et il faut lui trouver son ambition. Et pour revenir à l'enjeu environnemental qui était dans ta question, souvent, il n'est pas énoncé. Oui, c'est ça. Mais toujours bienvenu. Mais on ne nous demande pas d'objectif environnemental. C'est nous qui allons le proposer. Et à ce moment-là, c'est toujours bienvenu. Alors là, on est dans pour des projets sur des équipements, par exemple. Parce que c'est vrai que l'enjeu environnemental, il est toujours présent quand c'est pour améliorer du logement. Mais sur les équipements, c'est à nous de l'amener. Et est-ce que vous accédez à ce type de commande par appel d'offres tout le temps, ou ça peut être aussi des commandes privées, ou si c'est des concours? Alors, justement, le code des marchés publics, enfin, en tout cas pour la commande publique, il est fait de telle manière que dès que c'est de la rénovation, les maîtres d'ouvrage ont tout loisir d'éviter le concours. Et donc, en règle générale, ces projets sur lesquels on passera peut-être quelques images par la suite sont systématiquement, ou tous en tout cas, pour cela, ils ont échappé au concours, mais on a réussi à faire quelque chose par justement l'ambition qu'on y a amenée. Et donc, il n'y a pas de concours. Donc, on arrive avec une proposition écrite, souvent une analyse assez fine du bâti, et ça permet d'instaurer un dialogue. Oui, on fait une analyse du bâti, mais qu'on ne connaît que superficiellement. On n'a pas encore vraiment fait connaissance avec ce bâti. On l'a visité une fois, on a des plans et puis c'est tout. Et puis sur un discours méthodologique, comment on voit les choses, comment on s'organise avec l'équipe, et puis les honoraires, qui ne sont pas forcément les mêmes que quand on est en concours. C'est vrai que pour faire une rénovation un peu profonde et avec un peu de sens, il faut quand même connaître ce bâtiment, et souvent en appel d'offres, vous l'avez peut-être visité qu'une fois, en un quart d'heure, avec pas forcément beaucoup de reconnaissance, de recherche historique sur le bâtiment. C'est pas forcément du patrimoine ancien, ça peut être aussi du bâtiment du XXe siècle. Hein. Tout à fait. Tout à fait, ouais. Et donc, c'est pour ça ces bâtiments qui n'ont pas forcément une histoire qui soit très présente, très, très visible, mais qui a son histoire. Oui, oui, ça peut être des histoires ordinaires. Mais justement, on va développer une vision et puis ensuite, on va l'approfondir. Mais finalement, que ça ne passe pas par le concours, c'est pas si mal que ça, parce que ça nous laisse du temps pour développer, pour apprendre à connaître le bâtiment et puis pour développer chez nous et dans la tête de la maîtrise d'ouvrage l'ambition du projet architectural. Parce que souvent, la réhabilitation, elle est vue comme bon, on va faire l'accessibilité, on va mettre un ascenseur, on va faire ci, mais comme des petites améliorations, des petits points d'amélioration, mais sans voir un ensemble, ce qui est une construction d'un projet et d'une vision architecturale. Et c'est dans les premières phases, diagnostic, esquisse, même jusqu'à l'APS, où on va pouvoir proposer des images d'architecture qui ne sont pas figées, puisqu'il n'y a pas de concours, qui peuvent évoluer, et souvent qui évoluent, voire 1, 2, 3 fois, voilà, 4 fois. Et souvent, ça va vers le meilleur. Et vous avez des petits exemples à nous montrer d'un projet, par exemple, qui aurait pu être un peu banal au départ et qui a pris toute autre ampleur et qui a apporté… C'est toi qui maîtrises les images. C'est moi qui maîtrise les images. Alors, ouais. Alors vas-y. Alors, je vais commencer par… pardon, le chat dans la gorge qui est arrivé. Donc, je vais commencer par le fameux projet dont tu parlais au début pour l'Institut de France, qu'on a réalisé qu'on a livré en 2006. Donc, c'est le petit bâtiment qui donne à côté du palais de l'Institut. Face au pont des Arts. Face au pont des Arts. Oui, on le connaît bien. Moi, je passe souvent devant. Ouais. C'est un petit bâtiment qui faisait partie du domaine de la ville de Paris à l'époque, et la ville s'en était délestée parce qu'ils en avaient un peu trop. Et l'Institut l'avait racheté parce qu'il était à côté, en se disant, bon, on peut saisir l'opportunité. Mais c'est un bâtiment, alors je vais venir, qui était très endommagé. Là, en haut, on voit une vue de l'existant en partie arrière. Il y avait un escalier un peu sans forme. Et puis, le long du palais de l'Institut, il y avait un ensemble d'édicules techniques qui avaient été construits, alors là, qui étaient par contre sur la parcelle de l'Institut,
qui étaient des machins un peu sans forme, avec des climatisations dans tous les sens. Et du coup, c'était un grand merdier urbain et un grand merdier technique. Donc, le projet, c'est ce qu'on en a fait, c'est-à-dire on a redessiné complètement la circulation verticale et on a créé une sorte d'objet un peu mystérieux avec un escalier et un ascenseur extérieur panoramique. Mystérieux et secret parce qu'on ne le voit pas de la rue, hein. C'est Voilà. que pour les académiciens. Qui permet de mettre en relation et une sorte de face-à-face entre un travail sur la texture et la façade. Alors, on s'était inspiré d'un artiste canadien qui s'appelle Michael Snow pour travailler sur la façade. Et ça, c'est un premier exemple. Alors, on va passer sur un... Donc ça, c'est... Je passe là sur rapidement, on voit cet objet boîte monolithique voilà. Et c'est le projet qui permet de joindre à plusieurs niveaux, donc au rez-de-chaussée, au sous-sol et sur une terrasse en étage en padane, avec le palais d'Institut. C'est-à-dire qu'en gros, le principe, c'était surtout de saisir l'opportunité de cette nouvelle parcelle pour redistribuer directement tout le bâtiment. Oui, parce que la demande, c'était mettez-le en relation. Voilà, ça se résume. Mais il n'y a pas plus de demande que ça. Ben, en fait, l'Institut de France s'est dit, nous, ça nous fait de la surface en plus parce qu'on manque un peu de surface dans notre palais un peu étriqué. Donc, il nous faudrait des bureaux en plus. Et il faudrait nous le mettre en relation puisqu'il est à côté. Du coup, on a fait des propositions et le programme est venu dedans. Du coup, comme on l'a mis en relation, il a été créé alors ça s'appelle un fumoir pour les académiciens qui se trouvent à l'entresol et une grande salle de réunion au premier étage. Le reste, c'est des bureaux. Des bureaux, une web radio. Oui, c'est un programme pas très à la mode parce qu'on a transformé des logements en bureaux. Aujourd'hui, on ferait peut-être plutôt l'inverse. Mais bon, à l'époque, c'était ce qu'on avait fait. Après, dans d'autres projets, je vais essayer de passer. Alors, on reviendra peut-être après sur les autres, mais... je passe rapidement. Ouais. Ça, c'est un autre projet qu'on a réalisé on a livré en 2018, je crois, pour le ministère de l'Agriculture. Ils avaient le bâtiment qu'on voit en bas à gauche, qui est un bâtiment qui avait été construit à la va-vite au sortir de la guerre en 1947, qui accueillait le ministère de la Reconstruction. Alors, c'est la rationalité dans toute sa splendeur, avec toiture en ardoise et une modénature très verticale, telle que pouvaient l'inspirer les élèves d'Auguste Perret. Donc, c'est un architecte, Édouard Crevel, qui l'a fait, mais bon, en fait, il a sous-traité, entre guillemets, parce que c'est pas vraiment ça, mais il l'a fait faire par un de ses élèves, je pense. Donc, le ministère nous a dit, nous, on voudrait rénover les bureaux, parce que c'est vraiment dans son jus des années 50, et qu'on a proposé une rénovation passive. Et avoir l'accessibilité. Et oui, et il fallait l'accessibilité. Donc, on a proposé une mise en accessibilité en supprimant tous les escaliers, en refaisant complètement la façade d'entrée. Et le bâtiment, maintenant, il est passif avec une épaisseur d'isolation qui permet d'atteindre ces objectifs. Donc, il y a une grande façade vitrée un peu polygonale, hein, avec des reflets multiples. Donc, je passe un peu en revue différents projets. Alors, sur ce projet, justement, du ministère de l'Agriculture, alors le maître d'ouvrage, c'était le ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentation et de la Forêt. Et dans nos premières discussions, on avait un bâtiment qui était plutôt revêtu de bardeaux de bois. Et puis, on en est arrivé à quelque chose de plus minéral et plus blanc. Voilà. Si on avait été en concours, ça n'aurait pas du tout... ça n'aurait pas pu marcher du tout. Et alors, justement, vous utilisez la matière première. Et comment utilisez-vous la matière humaine, par exemple, quand c'est pour des projets en site occupé? Alors, la matière humaine. Donc, il y a plusieurs matières humaines. Il y a la matière humaine... alors, quand c'est occupé, c'est soit des habitants si c'est du logement, soit des travailleurs quand c'est du bureau ou un équipement qui doit rester en fonctionnement, et des usagers. Et puis, il y a la matière humaine de la maîtrise d'ouvrage aussi. Alors, quand c'est du logement, ça reste une grande interrogation pour nous parce qu'on pense qu'il y a encore du travail à faire pour traiter cette matière humaine qui doit subir un chantier, et je pense qu'il y a des conditions encore à améliorer. Vous travaillez beaucoup avec la maîtrise d'usage, avec
avec les habitants ou en tout cas les utilisateurs, avec toutes les personnes qui vont vivre après le projet? Pour le centre de santé, plus avec les utilisateurs et Oui, travailleurs. alors sur le logement, dans notre expérience, on n'a pas eu d'échange avec les habitants. Et de manière générale, nous, on milite pour les opérations dans le logement en opération tiroir. Parce qu'on trouve que c'est quand même le meilleur moyen d'arriver à proposer quelque chose qui ne soit pas juste du rhabillage ou de masquer de l'amiante ou du plomb sur les murs, parce que là, c'est vraiment dommage. On peut aller plus loin. Nous, on essaie de porter une ambition dans la transformation. Mais quand c'est des équipements, oui, il y a beaucoup d'échanges avec les utilisateurs, qui ne sont pas toujours très simples d'ailleurs à organiser, parce que l'utilisateur, il fonctionne par réaction, c'est-à-dire qu'il a pris l'habitude de son outil de travail, par exemple, si c'est dans le cadre d'un immeuble de bureau ou un équipement. Et quand on lui propose autre chose, il ne va pas forcément adhérer à la proposition. Mais quand il voit le résultat final, si on arrive à avoir le sentiment que oui, c'est bien et ça semble tellement évident aujourd'hui, là, on peut se dire qu'on a réussi. Donc, cet échange, il est important. Et je pense que typiquement, quand on travaille en transformation, en rénovation, on a de ces échanges-là. Mais ils ne sont pas simples à canaliser. Vous avez des méthodes de travail là-dessus ou bien vous le faites au feeling, un peu au cas par cas? Alors, c'est absolument tout le temps au cas par cas. Et après, je dirais que c'est vraiment… Alors, le cas par cas aussi dans le sens humain. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes qu'on a en face de nous, on va changer complètement la manière d'aborder la question. Soit on a des personnes qui sont plutôt dans l'ouverture et qui se laissent porter, soit on se retrouve face à des gens qui sont plutôt, je dirais même parfois autoritaires. Et là, à ce moment-là, on va plutôt se dire, bon, on va avancer dans notre coin et puis on va proposer des choses, parce que sinon, on n'arrivera pas à avancer, quoi. Mais on essaye toujours d'être force de proposition. C'est-à-dire qu'on arrive avec des dessins, des projets, des propositions, des vues, de manière à dire, voilà, on peut faire comme ça et ça va être bien, faites-nous confiance. Parce qu'après, vous heurtez quand même. Ouais. Avec des vues et avec des élargissements d'idées. C'est-à-dire que souvent, la réhabilitation, on la voit comme des petits points d'intervention. Vous voyez, là, il y a ça à réparer. Et nous, on essaie d'englober un ensemble et de voir comment on pourrait agrandir, même dans la tête du maître d'ouvrage, l'ambition de son projet de réhabilitation pour qu'il découvre qu'il peut en faire un projet architectural. Parce que souvent, il n'en a pas l'idée au départ. Et pour les gens qui travaillent sur place ou qui vivent sur place, vous avez tendance un peu forcément à bousculer leurs habitudes, leur manière de vivre. Et est-ce que vous vous êtes retrouvé avec des oppositions, avec des incompréhensions, avec des choses qui n'étaient pas comme vous aviez prévu? Alors, ça arrive souvent. Et par exemple, en ce moment, on est en train de terminer un chantier pour le centre municipal de santé à Ivry-sur-Seine. Et c'est un chantier qui s'est déroulé en opération tiroir en 3 phases. Donc, alors pour le coup, il s'agit d'un projet qu'on a remporté sur concours. C'est un des rares en transformation, en rénovation. Parce qu'il y avait une grande extension. Et par la suite, on a fait une première phase avec une extension du bâtiment, une deuxième phase à rénover l'existant et une troisième phase pour finir les 2-3 choses qu'on n'avait pas pu faire parce qu'on était en opération tiroir. Donc là, on est en train de finir cette dernière phase et les extérieurs qui faisaient partie de la dernière phase. Et on a eu beaucoup de sujets, d'opposition avec quelques personnes parmi les utilisateurs, enfin les agents du centre de santé. Parfois, ça a un peu frotté en nous disant qu'on ne savait pas, que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire et tout. Alors, on a essayé de démontrer et puis, bon, parfois, il y a aussi des loupés. Il y a des choses qu'on a faites parce qu'ils nous l'ont demandé et puis, au bout d'un moment, ils se sont rendus compte que ce n'était pas une bonne idée et on les a défaites. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Donc, il y a eu, bon, ça reste marginal et il n'y a pas des enjeux financiers énormes. Mais quand même, il y a des trucs qu'on a monté des cloisons parce qu'ils voulaient absolument et on les a défaits après. Parce qu'ils se sont rendus compte que non, en fait, ce n'était pas une bonne idée. En fait, même si on communique beaucoup avec les habitants, les usagers ou la maîtrise d'ouvrage même, sur la manière dont on va transformer
leur bâtiment, les choses deviennent concrètes quand elles sont faites. Et, il y a toujours une réaction. Alors, ça tombe bien, elle est souvent plutôt positive, mais parfois, c'est quand même des découvertes, alors que ça a été expliqué même en maquette. Bon, le plan, on sait bien que tout le monde ne sait pas vraiment lire les plans, mais parfois, on a utilisé d'autres outils, et ça reste quand même une découverte quand les choses sont faites. Il faut voir que le projet de rénovation, c'est quelque chose de complexe. Hein. Tout à l'heure, tu en parlais dans ton introduction. C'est souvent plus complexe qu'un projet neuf en termes de technique du bâti, mais aussi dans la manière dont on peut s'approprier ou comprendre le projet dans son ensemble. Et d'ailleurs, souvent, quand on essaie de communiquer sur nos projets en rénovation, on a un peu du mal parce qu'on nous dit ouais, c'est de la réno, ça ne nous intéresse pas trop. Nous, ce qu'on préfère, c'est du neuf. Parce que souvent, le neuf, c'est plus facile. On montre une belle façade, un angle, et puis hop. C'est bon, ça, c'est ce que je. C'est un peu ma question, ma question suivante. Oui, c'est qu'il y a peu d'architectes finalement qui aiment, en tout cas, qui ont envie de s'attaquer à la rénovation. Est-ce que c'est pas parce que justement, c'est effectivement parce que les projets sont moins photogéniques à la fin? Qu'est-ce qui vous motive, vous, pour faire ce travail-là? Alors, je pense qu'il faut que les journalistes et les gens qui communiquent autour de l'archi fassent un peu une auto-réflexion sur leur manière de comprendre la rénovation. Aujourd'hui, la rénovation, c'est quand même le parent pauvre de la communication et de la présentation des projets en architecture. On en voit un de temps en temps, mais même si on nous dit que c'est l'avenir. il faut que tout le monde fasse un effort de se dire ah ben, il faut qu'on rentre et qu'on fasse l'effort de rentrer dans les projets de rénovation pour comprendre ce qui est vraiment au cœur de la réflexion. Parce que cette matière, on a dit dans le titre matière seconde, parce que justement, la matière première existe déjà. Et donc, il faut en faire quelque chose d'une deuxième matière, une seconde matière. Quoi. Et il faut se dire que cette matière-là, elle présente un intérêt intellectuel très, très fort et qu'on peut aller vraiment vers du beau projet. Alors, souvent, on va avoir des projets où il va y avoir une somme d'interventions. Tout à l'heure, on ira voir peut-être quelques images. On va avoir un bel escalier à un endroit ou quelques éléments qui sont vraiment remarquables par-ci par-là, une surélévation, une extension. Mais il faut garder à l'esprit que tout ça est construit autour d'un fil directeur et de choses qui se lient les unes les autres dans cette matière première ou matière seconde. Vous aimez bien travailler le détail aussi, hein, il me semble. Alors, absolument. Ouais, on travaille les détails. Mais sur notre manière de voir la réhabilitation, Hervé parlera de détails après, on essaye toujours en se servant de l'existant, de reconstruire un bâtiment. On le prend comme une matière pour faire un projet qui parfois est quasi neuf. En tout cas, il fonctionne différemment. Quand on apprend à connaître le bâtiment, donc il y a son histoire, il y a ses ajouts, il y a la manière dont il fonctionne, et parfois c'est très compliqué, on est des fois dans le domaine des dieux, il faut monter un étage, redescendre, enfin, il y a eu des ajouts multiples, et ça ressemble à rien. Donc on essaye de refaire fonctionner l'ensemble pour livrer un projet neuf. Alors c'est de l'AREA, mais dans son fonctionnement, il est neuf. Et est-ce que vous pouvez nous montrer un peu des exemples de ce genre de travail de détails qui peuvent être très un peu plus visuels et qui ajoutent quelque chose à cette rénovation, à la qualité de vie, ce côté neuf en fait. Alors, on en a plusieurs des projets, mais on va passer vite sur chaque. Oui, voilà. Alors là, c'est un projet qu'on est en train de réaliser, qui est en plusieurs phases pour le ministère de l'Agriculture qui nous a reconduits sur un autre site. Donc ça, c'est sur le ministère proprement dit, rue de Varennes. Et c'est un site très complexe parce qu'il y a plein de bâtiments de plein d'époques différentes qui ne sont pas forcément liés entre eux, avec des escaliers dans tous les sens, des ascenseurs qui ne desservent pas tous les niveaux. Il y a une vraie complexité spatiale. Nous, quand on est allé sur le site la première fois, à l'entrée, on donne un plan. Directement, on vous dit, tenez, voilà un plan pour pouvoir vous y retrouver et arriver
à bon port. Donc, le projet qu'on a construit sur le site, Voilà, sur cette image d'ensemble, en fait, on voit en bleu les interventions architecturales, mais ce qui redonne vie complètement au bâtiment, ce sont les colonnes vertes, les circulations qu'on a complètement restructurées. Alors, par exemple, là, ici, ça, c'est un nouvel escalier qu'on a créé dans un bâtiment qui datait du début 19e, dans lequel il n'y avait pas d'escalier pour atteindre le dernier étage. Donc, c'est un escalier d'honneur, dans le sens où il était en bois, il y a une main courante posée à l'anglaise qui est dorée, elle est intéressante, il y avait des jolies choses, mais cet escalier s'arrêtait au 4e. Donc, on a dit, bon, on va le prolonger. Et on ne va pas le prolonger à l'identique, on va le prolonger comme un événement, de manière à dire, tout d'un coup, il se passe quelque chose dans le bâtiment pour atteindre le dernier étage. Oui, donc, et puis c'est un événement d'aujourd'hui, ça lui donne un ancrage aujourd'hui. Voilà. Donc il y a dans ce fer à cheval qui est la forme de l'escalier, on a cette structure, on va dire, qui est une sorte de surface réglée avec une superposition de limons les uns sur les autres qui viennent s'emboîter. Alors, il y a je ne sais pas pourquoi mon clavier ne marche pas, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça, c'est le type de détail qu'on fait de manière assez sommaire au départ pour présenter comment on va réinterpréter l'escalier. Après, sur ce site, on a prévu d'autres choses, comme par exemple une galerie qui vient marquer l'entrée, parce qu'en fait, le bâtiment d'entrée principale, c'est celui qui se trouve derrière, et sur lequel on va rajouter des surélévations pour densifier le site qui manque de place. Alors, après, on va travailler à nouveau sur l'escalier. Donc, on refait complètement l'escalier de ce bâtiment-là. Et donc, c'est un escalier à 3 volets emboîtés les unes dans les autres qui permettent de rejoindre tous les niveaux de tous les étages. Aucune volée ne se superpose. Alors, les volets, en fait, c'est une à droite, une au milieu, une à gauche, etc. Et le but, c'est de pouvoir dire qu'à la fin, on aura desservi l'ensemble des étages, tout en créant une fluidité verticale parce que l'escalier, globalement, il est transparent pour une part, il est en verre en fait. Verre translucide bien sûr, mais il est en verre et donc il y a une lumière verticale qui va le traverser. Alors, si on revient sur d'autres projets, j'essaie de trouver. Ça, c'est un autre projet sur lequel on a travaillé. C'est une petite bibliothèque qui se trouve dans la rue Saint-Séverin. Dans le 5e Dans le 5e, pas très loin de la... En face de l'église Saint-Séverin, voilà, comme son nom l'indique. Et donc, c'est un travail essentiellement sur la façade, mais pour lui donner une nouvelle identité. Mais cette façade se prolonge à l'intérieur avec un travail sur des bancs, sur des socles, sur des assises. Enfin, essentiellement, on a fait l'aménagement de la bibliothèque. Oui, on a fait l'aménagement, mais l'aménagement, une bibliothèque, c'est simple en fait. C'est des grandes surfaces avec dedans des rayonnages principalement. Et il y a un travail sur le plafond aussi qui accompagne l'ensemble. Donc, et là, on voit que c'est un patrimoine assez récent en fait. Oui, ça c'est un bâtiment des années 70, à l'époque où la ville de Paris avait ses propres architectes qui construisaient pour elle. Donc, il y avait une façade, alors c'est assez surprenant, la façade au rez-de-chaussée, en fait, elle avait des jardinières qui avaient été depuis transformées en jardin de cailloux, comme on voit souvent dans quelques copropriétés. Et puis ensuite, ils avaient construit une façade par-dessus qui était très verticale, mais assez opaque. Et puis, les entrées à la bibliothèque étaient compliquées parce qu'en fait, il y avait une entrée pour une crèche d'un côté, une entrée pour la bibliothèque. C'était un truc vraiment pas clair du tout. Et puis, alors, en termes de sécurité incendie, c'était du grand n'importe quoi. Donc, quand ils nous ont demandé de travailler, quand la ville nous a proposé de travailler sur ce projet, on leur a dit que déjà, il y a un problème de sécurité incendie, il va falloir qu'on remette les choses à plat parce que sinon on ne pourra pas, quoi. Et de fil en aiguille, on est arrivé à leur proposer un projet de façade un peu original. Ça reste une intervention plutôt ponctuelle sur la façade, mais ça réagit bien avec le contexte. En face, il y a un cloître qui reprend des formes comme ça, un peu facettées, qui réagit bien. Voilà, et la poésie des intitulés de rénovation, c'était aménagement, modernisation et mise aux normes. Ouais, c'est souvent comme ça un peu les titres. Hein.
Donc ça c'est le bâtiment d'Ivry. Hein. Alors ça, c'est le centre de santé d'Ivry. Donc ce que vous voyez en haut à gauche, c'est une vue d'époque du bâtiment. Donc, Il date de quand? Il date de quand, c'est un celui-là? bâtiment qui date de 1953. 53. Il a été construit peu de temps ou à peu près en même temps que la grande cité Maurice Thorez qui se trouve derrière. C'est un bâtiment de l'architecte américain Paul Nelson, qui est connu notamment pour deux projets, on va dire. L'un réalisé, c'est l'hôpital de Saint-Lô, qui est un hôpital vraiment emblématique de la nouvelle manière de construire l'hôpital moderne. Et le deuxième, pour un projet plus théorique qu'il a fait dans les années 30, quand il est arrivé en France, et qui s'appelle la Maison Suspendue, qui est un petit projet juste en maquette, qu'on pouvait voir à Beaubourg avant que ça ne ferme pour raisons sanitaires, mais qui est un projet qu'en général tous les étudiants ont vu. Et donc ce bâtiment a été malmené au cours des ans, puisque ce que vous voyez sur la photo là a été retiré, toute la partie à droite, et il en restait qu'un petit bout sur lequel on voyait encore ce qu'on voit en bas au milieu. C'était cette brique tressée en motif alterné. Et donc, alors, le projet, il n'est pas fini, donc du coup, on n'a pas vraiment de vue d'ensemble à présenter. Ce qu'on voit là, c'est des vues de l'extension quand elle a été livrée il y a quelques mois, enfin, il y a plus d'un an, il y a un an et demi plutôt. Et on a repris cette façade tressée dans un béton préfabriqué, de manière à jouer une sorte de prolongement, de cohérence avec le bâti existant. Et après, les façades en pierre qu'on voit sur l'image de gauche sont en fait des anciens extérieurs qui sont devenus des intérieurs. Donc, il y a une imbrication intérieure-extérieure avec des retournements, et également un retournement de l'entrée, puisque l'entrée qui se faisait avant sur l'avenue principale, qui est l'avenue Gosselin, se fait maintenant par le parc à côté qui a été créé depuis. Donc ça, je pense que c'est un projet sur lequel on pourra revenir éventuellement, mais il y a vraiment un souci de développer une pensée assez complexe dans un existant et de se l'approprier, de se mélanger avec. Alors, je vois vos projets qui sont assez intéressants. C'est vrai qu'en règle générale, comme vous le disiez tout à l'heure, il faut faire preuve d'assez d'humilité quand même pour faire de la rénovation, parce que ce n'est pas des projets spectaculaires, c'est pas des projets, c'est des projets où on s'intéresse à l'existant et on le transforme parfois pas beaucoup en fait, hein, on ne crée pas beaucoup d'extensions. Et vous, qu'est-ce qui vous motive en tant que… Là, je m'intéresserai plus au côté artiste hein, des architectes. Qu'est-ce qui vous intéresse plus en tant qu'artiste dans le fait de faire des rénovations? Alors, je pense que effectivement, quand on regarde les projets de rénovation en général, ceux qu'on peut voir dans des publications ou autres, souvent c'est de l'addition, c'est des choses qu'on vient accoler, ou alors on va prendre le bâtiment existant, puis on va dire oh, c'est mon socle, et puis dessus je vais poser un bâtiment. Ou alors on va se dire ah ben, le bâtiment existant c'est une ruine, et moi je vais le transformer en ruine, et je vais faire un autre bâtiment dedans ou à côté qui va fonctionner par opposition en disant regardez le neuf comme il est beau et regardez l'existant comme il donne. Par contraste, comment il vient mettre en valeur l'intervention architecturale. Mais du coup, il y a souvent cette crainte de s'attaquer à l'existant. Alors, je dis le mot attaquer, mais ce n'est pas le bon mot. Hein. C'est vraiment de le prendre. De le prendre, en fait. Voilà. Et pour préparer cet entretien, je t'avais parlé de Gordon Matta Clark qui n'hésitait pas à faire des grands trous dans les bâtiments. Alors, sans aller jusqu'à cette démonstration de force, je pense qu'il faut peut-être à la manière de ces architectes portugais, Aires Mateus, qui travaillent souvent sur la soustraction dans le bâti, il faut se dire, mais on peut travailler le bâti existant par soustraction, par choses qu'on enlève, en se disant, mais non, mais ça, c'est pas forcément pertinent, ou ça peut apporter quelque chose d'autre, et on va aller vers un autre projet et une transfiguration du bâti existant. En fait, vraiment, le bâtiment, on le prend comme matière première qu'on va travailler jusqu'à avoir quelque chose qui nous semble évident, c'est-à-dire un projet qui fonctionne, un nouveau projet
qui porte en lui une fluidité, une évidence. Voilà. C'est vrai que souvent, vous arrivez à passer de l'un à l'autre comme ça. Vous êtes plutôt justement des acupuncteurs ou plutôt des chirurgiens esthétiques? Vous considérez comment si on fait un parallèle avec la médecine? Des psychiatres. Des chirurgiens. En fait, Juste des chirurgiens, pas esthétiques. Vous faites tout de la chirurgie lourde. bien sûr, on fait aussi la chirurgie esthétique parce qu'on opère comme des chirurgiens, ensuite on vient effacer nos cicatrices, donc on fait de la chirurgie esthétique, mais il y a aussi la compréhension du bâtiment qui est très importante. C'est comment il pourrait mieux aller, comment il pourrait mieux fonctionner, est-ce qu'il est au bout du rouleau, est-ce que c'est structurel? On est des médecins finalement. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est le squelette qui ne marche pas bien, alors il faut renforcer tout ça. Et il y en a, ils ne fonctionnent pas bien. Et il faut leur rendre une capacité à pouvoir revivre. Voilà. Se reconstruire. Se reconstruire, retrouver une joie de vivre. Alors justement, vous leur donnez une nouvelle vie et souvent une nouvelle vie avec les caractéristiques du moment. C'est-à-dire que là, les préoccupations du moment de leur construction, si c'est par exemple les années 60, ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Vous avez fait je vois que vous avez utilisé le préfabriqué, vous utilisez le bois, vous faites du passif. Ça peut être intéressant aussi de parler de cette transformation en leur donnant une nouvelle valeur ajoutée par rapport aux contraintes d'aujourd'hui, c'est-à-dire contraintes environnementales aussi. Oui, c'est certain que l'enjeu environnemental, il est toujours dans la réflexion. C'est-à-dire que dire qu'on transforme le bâti, c'est aussi se dire que d'un point de vue environnemental, c'est légitime et ça s'inscrit dans une démarche d'économie générale, mais aussi économiser les sols, économiser la matière, parce qu'il ne faut pas se leurrer, démolir un bâtiment, enfin démolir un bout de bâtiment à un endroit, en termes de consommation énergétique, ce n'est pas tant que ça en fait. Donc ça vaut pas voir le coup de se dire on va refaire une cage d'escalier ou un cage d'ascenseur à tel endroit parce que ça apporte énormément au bâtiment. Et d'un point de vue de l'économie générale, c'est bien. Et d'un point de vue environnemental, ça fonctionne aussi parce que ce qu'on va apporter va au-delà de ce qu'on pourrait faire en se disant qu'on casse tout et on recommence tout. C'est-à-dire qu'en gros, il y a beaucoup de déchets qui sont produits par le bâtiment. Je crois que l'avait dit. Oui, il y a beaucoup de déchets, mais 70% des déchets sont produits par le bâtiment et notamment la démolition. Mais il faut voir que les déchets de démolition, quand c'est par exemple de la pierre, de la brique et du plâtre, c'est des déchets qui peuvent aller dans des filières qui sont opérantes. Hein. C'est tout trié. Hein. C'est trié et la plupart de ces déchets, ça fait belle lurette que les entreprises de tri savent en faire quelque chose. Alors le plâtre, c'est pas facile, mais le plâtre, il est recyclable dans une certaine mesure. Alors souvent, il a tendance à aller dans la benne du déchet commun ordinaire. Mais quand c'est du gravat de type béton ou pierre, on sait le réemployer de manière sous forme de granulat, c'est intéressant. Vous faites beaucoup de réemploi, alors j'ai cru comprendre, quand vous pouvez en tout cas, dans les bâtiments. Alors, notre leitmotiv, c'est quand même le réemploi du bâti, en disant qu'en termes de réemploi, si on arrive à réemployer le bâti au maximum de ses capacités, on aura fait énormément de choses. Après, développer des idées de réemploi ponctuelles, c'est toujours bienvenu. Parfois, ça reste souvent anecdotique. Oui, ça s'applique dans le mobilier, dans la décoration, où là, on peut utiliser des objets du site et les réemployer comme objets de déco ou en faire du mobilier. Mais réutiliser des portes, ce n'est pas toujours évident. Réutiliser des ampoules non plus, c'est pas... Tous les objets techniques, c'est difficile à réutiliser. Alors pour les personnes qui nous regardent, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Moi, je les repose. Vous les posez sur Facebook en direct. Et moi, je les repose à nos invités. Alors, typiquement, là, je peux montrer un bâtiment qu'on a réalisé pour la ville de Paris. Donc, c'est un ancien tripostal qui se trouve vers la porte de la Chapelle.
rue du Pré. Alors la rue du Pré, c'est une petite rue qui passe sous un immeuble, donc personne ne la connaît. Mais derrière cette rue, il y a un énorme bâtiment qui faisait plus de 15 ou 20 000 mètres carrés, que la ville a acquis pour y loger notamment les ateliers de la ville de Paris, qui sont assez conséquents, avec menuiserie, serrurerie, plein de choses. Et puis également un fonds d'art contemporain. Et puis plein d'autres choses, plein d'autres bureaux. Il y a même la commission du Vieux-Paris, je crois, qui est dedans. Et puis, mais bon, et des réserves et des réserves archéologiques. Voilà. Et donc, on est intervenu sur ce bâtiment qui était une sorte de grande surface libre en disant on va essayer de faire du réemploi autant que possible ou surtout de garder les enveloppes telles qu'elles existent. Donc, on a fait essentiellement des interventions techniques, ce qu'on peut voir à droite, où il y a beaucoup de CVC, de ventilation, des ventilations process pour la menuiserie ou la serrurerie. Et puis aussi, on a gardé des éléments de façade comme le réglite qui était à l'étage, mais on a fermé par derrière avec de la tôle de réemploi, de manière à pouvoir mettre des réserves pour le fonds d'art contemporain. Alors après, on n'a pas pu s'empêcher de rajouter un escalier un peu monumental et original pour distribuer le dernier étage, puisque initialement, dans le souhait de la ville de Paris, c'était de valoriser les toitures pour faire de l'agriculture urbaine. Alors, le projet d'agriculture urbaine, nous, on l'a accompagné avec la mise en place de ces escaliers, mais le projet n'est pas venu parce qu'il est en conflit avec les voisins. Mais je pense que c'est que partie remise, il va arriver. Oui, il va arriver. Tout est prévu pour. Voilà, tout est prévu pour. Il y a déjà de la terre végétale en partie, des zones libres, et de quoi permettre aux agriculteurs d'arriver sur toutes les toitures terrasses. Je vais arrêter le partage. Et donc, dans ce même projet, on avait invité des designers qui maintenant sont plutôt très reconnus sur la place publique, qui s'appellent Maximum, et qui ont fabriqué des luminaires avec des tubes fluorécup, qui nous ont accompagnés pour mettre au point des panneaux acoustiques dans les ateliers, réalisés avec des dalles 60-60 récupérées sur le site du Morlan, je crois, le site de l'ancienne préfecture de Paris. Et puis d'autres interventions ponctuelles sur des banques d'accueil, des choses comme ça, qui ont été faites avec des rouleaux de carton. Donc ça reste des petites interventions très ponctuelles, mais qui donnent au final un état d'esprit plutôt positif sur le projet. Même si nous, de notre point de vue d'architecte, ce qu'on considère être l'essentiel, d'un point de vue environnemental, le plus grand bénéfice, c'est celui d'avoir pu réemployer le bâtiment pour accueillir les usages pour lesquels il était destiné. Est-ce qu'il vous arrive de proposer, ou en tout cas d'avoir des demandes d'extension pour pouvoir rentabiliser les travaux de rénovation? Ça se fait beaucoup aussi, par exemple, pour les HLM, où il faut construire un peu plus pour pouvoir payer une rénovation complète. L'un et l'autre se rééquilibrent. Alors, le problème, c'est que souvent, ce n'est pas compris dans les budgets. Donc, on peut toujours le proposer et on essaye. Pour les logements, par exemple, c'est évident qu'il faudrait toujours prévoir des logements libres pour pouvoir faire des opérations de tiroirs. Et ce n'est pas toujours le cas. Donc voilà, bon, on essaye de proposer. Mais... Quand vous pouvez agrandir dans des endroits où le prix du mètre carré est assez cher, bon, l'un dans l'autre, on peut s'y retrouver. C'est vrai que ça arrive de temps en temps. Mais je pense que les maîtres d'ouvrage n'y pensent pas assez. Après, c'est des choses qui viennent. Par exemple, sur le projet du ministère de l'Agriculture qu'on a montré tout à l'heure, avec notamment l'escalier, initialement, la demande, ce n'était pas de faire des surélévations. C'était une rénovation. Elles sont venues après parce qu'à un moment donné, le ministère nous a dit mais nous, on a besoin de place, on manque de place. Donc, on était déjà allé leur chercher de la place au sous-sol parce qu'ils avaient des parkings qu'ils n'utilisaient pas. Donc, on leur a proposé de faire des salles de réunion parce que ça, c'était possible. Et après, un jour, on leur a dit mais si vous voulez, on peut travailler sur des surélévations. Alors, elles seront petites, ça représente moins de 10%, moins de 5% peut-être même de la surface totale du site, mais on leur a dit, si vous voulez, on étudie cette solution. Et le projet de fil en aiguille s'est construit. Et c'est ce qu'on te disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand on travaille sur des projets de rénovation, le projet, il se construit aussi avec la maîtrise d'ouvrage, dans le cas d'un échange. Et il faut avoir cette envie de faire avancer le projet. Donc,
et de saisir l'opportunité, saisir l'occasion pour se dire ah ben, le projet, peut-être qu'il sera encore mieux si on rajoute ci et on fait ça, et puis si on supprime ça, puis on fait ça à la place. Oui, il faut toujours avoir une grande ambition pour son projet. Le rendre ambitieux, plus grand. Et vous faites comment pour vous adresser à votre maître d'ouvrage pour qu'il ait de l'ambition, justement parce que ça, c'est pas forcément facile. Vous arrivez, oui, forcément, vous voulez augmenter vos zonos, donc forcément, vous voulez tout construire. Comment vous partagez un peu? Les zonos, c'est pas pour nous faire de l'argent, ça. Non, les zonos ont de la peine à suivre parfois. Mais... Et il vous arrive de produire, je sais pas, des documents pour les faire rêver sur des possibilités. Vous prenez de vous-même l'initiative de proposer une extension, vous en parlez, vous leur montrez? Oui, on fait des vues, on fait des plans, on explique. Et quand on avance dans les phases, on a des propositions. Parfois, sur la phase esquisse, on peut avoir 2 propositions. Mais on va toujours pousser au bout de ce qu'on sait qu'on peut faire, avec le budget qu'on a, avec la demande qui est là. Et ce n'est pas pour augmenter le prix du projet, parce que souvent, on reste vraiment dans ce qui a été prévu. Mais c'est aussi parce que quand on est architecte, les projets, on les porte plusieurs années, il faut être heureux de ce qu'on fait, quoi. Donc si c'est juste mettre des rampes pour faire une accessibilité, mettre un manteau pour l'hiver sur un bâtiment, et ça va durer 20 ans et pas plus, et bien quelque part ça nous rend malheureux. Et ces projets, je suppose aussi que c'est des projets qui se font sur une longue période. C'est pas un projet, vous direz, le DCE, le chantier, et c'est terminé. C'est quand même un peu plus long que ça, non? Souvent c'est phasé, donc c'est plusieurs années de chantier. Plusieurs années de chantier, de travaux, d'études et tout ça. Le centre de santé à Ivry-sur-Seine, qu'on va bientôt finir, c'est un projet qu'on a remporté en concours en 2013, qui a été un peu retardé au moment où les budgets des collectivités ont plongé. Il s'est pris, on va dire, presque un an. 1 an et demi. Un an de suspens où on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Mais la ville d'Ivry a été très volontaire dessus en disant que le centre de santé, c'était vraiment important pour une ville comme Ivry. Donc le projet est reparti, mais pour qu'il reparte, il a fallu qu'on trouve des économies. Donc à l'époque, on était sur une tournure où on s'était dit qu'on allait faire des bâtiments provisoires à côté pour pouvoir travailler de manière idéale. Et finalement, on a tout réorganisé avec un travail de phasage assez fin pour pouvoir accompagner les travaux et laisser les gens dans le bâtiment et réduire l'enveloppe du budget simplement parce qu'on aurait retiré les bâtiments provisoires. Et donc, ça, c'est un projet, ça nous a occupé beaucoup. Donc, le chantier a dû démarrer il y a 3 ans et demi, 4 ans. Et voilà, donc ça fait tout ça en 3 phases. On est en train de finir maintenant, seulement maintenant. C'est-à-dire que presque 4 ans de chantier, c'est quand même énorme. Il y a beaucoup d'imprévus, c'est parce qu'il y a des imprévus, il y a des choses qui ne sont pas... Non, il n'y a pas tant que ça d'imprévus. C'est juste qu'on a 3 phases. On a une première phase qui fait un peu plus d'1 an, une deuxième phase qui fait presque 1 an, et une dernière phase qui en fait quelques mois seulement. Et puis entre les deux, il faut faire les déménagements, les transferts. Et puis ensuite, on rajoute le Covid par-dessus. Et puis, donc ça, plus ça, plus ça, plus ça. À la fin, ça fait un chantier qui s'éternise, qui veut plus finir. Mais il est en train de se finir. Je pense que, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose pour conclure. Alors, moi, je voudrais dire qu'il y a un truc quand même que, tout à l'heure, on parlait de la dimension artistique. Je pense qu'il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'en architecture, c'est quand même le seul domaine où on peut se permettre de réécrire sur nos prédécesseurs. Donc, c'est quand même assez cocasse. Alors, c'est certain qu'on ne va peut-être pas réécrire sur des œuvres de Le Corbusier, mais parce que là, on est dans un autre domaine, c'est du patrimoine. Alors, du coup, il faut le figer complètement. Mais la production architecturale dans son ensemble n'est pas toujours ce qu'on appellerait une œuvre, au sens avec un grand O, on va dire. Il y a l'œuvre commune, l'œuvre architecturale courante. Et sur cette œuvre-là, on peut réécrire plein de choses. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que
quand on est sur un bâtiment et qu'on doit le réhabiliter, il faut apprendre à l'aimer. Et puis, lui donner tous les outils qu'il faut pour qu'il puisse refaire sa vie, vraiment. Et tout ça avec amour et pas confondre avec un respect trop grand de ce qui est déjà là. Oui, il faut se trouver des degrés de liberté, il faut oser, comme on dirait. Merci Stéphanie, merci Hervé d'avoir partagé avec nous votre vision de la rénovation. J'espère que ça donnera envie aux architectes qui nous regardent de s'attaquer à cette discipline. Parce que ça répond quand même. Comment? On n'a pas eu de questions? Il n'y a pas eu de questions, mais c'est comme ça. C'était très clair. Je peux répondre plus tard par écrit. C'était très clair. Oui, voilà, les échanges continuent après sur Facebook et même sur YouTube. En tout cas, c'est magnifique d'avoir vu vos exemples. Ça donne vraiment envie de s'attaquer à ça. C'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent un peu parent pauvre de la communication de l'architecture et c'est un peu dommage. Donc, effectivement, vous pourrez revoir cet entretien sur Facebook et sur la chaîne YouTube. Posez également des questions et les commentaires vivent et ensuite aussi réintervenir dessus. Moi, je vous dis au revoir pour aujourd'hui. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement, puisque voilà, on y est. Je vous donne rendez-vous le 26 avril à 13 h pour un nouveau rendez-vous des Voix inédites. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.